Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie. Alors que le monde coloré des animaux nous est à jamais inaccessible, pouvons-nous seulement être sûrs de la réalité de ce que nous voyons nous-mêmes ? La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 7, couleurs invisibles et l'interprétation cérébrale des couleurs. Dans la continuité de l'épisode précédent, qui représente une première partie de cette étude des couleurs invisibles, des couleurs que nous autres humains ne voyons pas, nous allons revenir sur le monde coloré des animaux et nous rendre compte qu'il ne nous est même pas possible de commencer à imaginer ce que les oiseaux peuvent voir, avant de revenir sur l'interprétation cérébrale des couleurs, qui fait qu'en fait, l'image consciente et colorée que nous formons n'est pas le simple résultat de processus physiques facilement mesurables. Les insectes sont trichromates parce qu'ils perçoivent l'ultraviolet, mais ne distinguent pas plus de nuances que les humains parce qu'ils ont bien 3 types de cônes. Ils perçoivent des nuances différentes, mais pas plus. On peut encore simuler ce qu'on voit en remplaçant un poil par un autre éventuellement, dans une sorte de correspondance entre les teintes que nous voyons dans les jaunes et rouges que eux ne perçoivent pas, et les ultraviolets que eux perçoivent mais pas nous. Par contre, il est tout à fait illusoire d'espérer un jour se faire une idée du monde visuel des oiseaux qui sont tétrachromates, qui possèdent 4 cônes, aussi bien du côté ultraviolet du spectre que du côté rouge, en plus des verts et des bleus. On considère que les monochromates discernent en gros une centaine ou moins d'un millier de nuances différentes sur une unique échelle de luminosité, d'intensité, qui va, mettons, du noir au blanc. Les dichromates, qui ont une vision en 2 dimensions, où chaque couleur est décrite au moyen de deux valeurs, de 2 cônes, de 2 échelles, ils peuvent discerner quelques dizaines de milliers de nuances. Alors que les trichromates comme nous, qui voyons en 3 dimensions, avec 3 valeurs, percevons quelques millions de nuances. À chaque dimension qu'on ajoute, les nouvelles combinaisons possibles multiplient les perceptions. Elles augmentent exponentiellement le nombre de nuances qu'on peut discerner. Elles élargissent ce qu'on appelle le gamut, c'est-à-dire la gamme des teintes qui peuvent être perçues. Ainsi, nous discernons toutes les teintes de l'arc-en-ciel, mais nous sommes aussi capables de représenter toutes ces teintes sur un cercle refermé, le cercle chromatique, en reliant les extrémités rouge et bleu et en formant le pourpre, le violet, une teinte qu'on qualifie de non spectrale, puisqu'elle est le mélange de 2 teintes de l'arc-en-ciel, mais ne fait pas partie réellement de l'arc-en-ciel. Le pourpre est en fait le résultat de la stimulation simultanée des cônes B et R, mais pas des V qui se situent entre les deux. Les tétrachromates, qui ont un 4e type de cône, multiplient encore le nombre de ces nuances, en fait, jusqu'à des milliards de teintes, en multipliant la taille du gamut de leur Umwelt, de leur monde propre, et peuvent théoriquement percevoir, en plus de l'ultraviolet, toutes les autres teintes non spectrales, comme notre violet à nous, qui sont la combinaison des signaux de cônes qui ne se suivent pas. Par exemple, le mélange des UV et du vert, le mélange UV et rouge, ou bien des mélanges encore plus complexes qui impliquent 3 cônes, UV rouge et vert, UV rouge et bleu. Et en fait, l'ensemble des teintes perçues par les oiseaux n'est pas représentable sur un cercle, mais sur un volume en 3 dimensions, dont notre cercle chromatique n'est qu'un méridien, et ça forme autant de teintes supplémentaires, littéralement inimaginables. Si on peut simuler les visions au gamut plus réduit que la nôtre, c'est-à-dire les visions des monochromates, des dichromates et dans une certaine mesure les visions des trichromates différentes de la nôtre, le monde en tétrachromie de ma poule Agnès est définitivement inaccessible. Et je comprends mieux maintenant son incroyable habilité à repérer quasi instantanément les plus petits insectes et araignées de mon jardin, aussi bien que les fraises qui poussent au bord de son enclos, ce qui la frustre très très fort à cause du grillage qui lui empêche d'accéder à ses fraises. Je suis un véritable bourreau avec mes poules. Parce que la nature est pleine de surprises, il y a quand même quelques rares humaines
qui sont aussi pourvus d'une vision tétrachromate. Parce qu'en effet, les gènes qui codent les opsines qui sont présents sur les chromosomes X peuvent différer un petit peu sur l'une des deux copies des deux chromosomes X des femmes. Et il y a en fait une femme sur 8 qui possède un 4e type de cône. Mais il faut pas pour autant en déduire trop vite que les femmes ont une meilleure vision des couleurs que les hommes. Ce serait faux de le dire, parce qu'il suffit pas d'avoir un type supplémentaire de cône pour être tétrachromate. Il y a en effet d'autres conditions nécessaires à la vision effective de ces nouvelles couleurs. Il faut que ces types de cônes supplémentaires soient sensibles à des longueurs d'onde suffisamment différentes des autres types, pour amener une nouvelle détection d'une nouvelle longueur d'onde. Il faut aussi que le système nerveux derrière, le câblage de ces photorécepteurs, soit capable de prendre en compte ce nouveau signal et de le combiner aux autres signaux des autres cônes. Et tout ça fait qu'en fait la tétrachromie humaine est un phénomène rarissime, bien que documenté. Les tétrachromates, en fait, ils ont même pas conscience de leur différence parce qu'ils vivent depuis toujours dans leur Umwelt. Elles n'ont donc aucune idée de l'effet que cela fait d'être trichromates, tout comme nous, trichromates, n'avons qu'une idée très distante de l'effet que cela fait d'être dichromates. Elles ne vivent pas dans un monde qui leur paraît comparativement incroyablement coloré. Pour elles, c'est la normalité. Alors, si la tétrachromatie éveille votre curiosité, qu'est-ce que vous pensez donc de la douzaine de types de cônes différents de la mante de mer elle-même qui arbore une splendide palette multicolore sur sa peau, mais c'est plutôt une carapace puisque c'est une espèce de crevette. Il est probable qu'elle n'ait aucune conscience de ses couleurs malgré ses 12 types de cônes parce que, comme je viens de l'évoquer, il suffit pas de multiplier les types de cônes pour voir les couleurs, mais il faut un traitement dans les neurones. Un traitement neuronal est nécessaire et cette crevette, elle ne possède malheureusement pas le système nerveux qui est nécessaire au traitement et à la combinaison de tous les signaux de ces cônes. En fait, bien qu'elle possède des yeux d'une complexité incroyable, elle n'a pas de sens de la vision développé comme le nôtre. La complexité de ses yeux compense en fait la simplicité de son cerveau. Et chaque zone de ses yeux, chaque catégorie de ses photorécepteurs remplit un rôle spécifique et spécialisé, automatique, sans nécessité de traitement complexe ni conscient, et donc, malheureusement pour elle, sans couleur. On vient de découvrir que, d'une certaine manière, il existe un monde coloré bien plus vaste que ce que notre conscience nous met à disposition. Comme si, enfermés dans nos esprits, nous ne percevions l'extérieur que par la petite lucarne de notre cellule. Tous les êtres vivants et voyants sur Terre sont sensibles globalement à des longueurs d'onde qui vont plus ou moins de 300 nanomètres l'infrarouge à 750 nanomètres l'ultraviolet. Et même ça ne représente qu'une petite partie du spectre de la lumière solaire. Mais les longueurs d'onde plus courtes, qui sont donc plus énergétiques, c'est-à-dire les rayons X, les rayons gamma au-delà de l'ultraviolet, elles sont filtrées par l'atmosphère. Et les longueurs d'onde plus longues, ce qui sont les micro-ondes et les ondes radio, avant l'infrarouge, elles sont pas suffisamment énergétiques pour pouvoir correctement être absorbées par des opsines. Elles sont d'ailleurs trop grandes pour être captées par des molécules microscopiques. C'est pour ça que on ne peut plus parler de couleur au-delà de l'infrarouge ou de l'ultraviolet parce qu'aucun être vivant n'est capable de capter ces longueurs d'onde. Mais il existe quand même une propriété des ondes lumineuses qu'on n'a pas abordée et qu'on pourrait tout à fait considérer comme une nouvelle teinte, comme une nouvelle couleur. Pour l'expliquer, je vais vous demander de prendre une corde et de l'attacher à un mur. Ou vous pouvez juste imaginer l'opération, vous n'êtes pas obligé de percer un trou dans votre mur pour y attacher une corde. Bref, tenez la corde dans une main et secouez-la dans tous les sens. Vous formez une onde quelconque sur la corde qu'on va dire similaire aux ondes lumineuses. Maintenant, si cette corde, au lieu de la secouer dans tous les sens, vous la secouez uniquement verticalement, alors l'onde, elle ne se produit plus que dans le plan vertical. Et vous pouvez même faire tourner ce plan sous l'angle que vous voulez, bien que l'onde reste plate. Vous imaginez l'onde qui se fait dans un plan en 2 dimensions, mais le plan lui-même peut tourner et l'onde peut vibrer verticalement, horizontalement ou de biais, bien qu'elle soit en 2 dimensions. Et en fait, il y a un phénomène comparable qui peut se produire avec la lumière, et ça, c'est ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. Quand le plan ne tourne pas, c'est-à-dire quand elle reste dans un angle précis, on dit que c'est une polarisation linéaire, et si le plan tourne, on appelle ça une polarisation circulaire.
La polarisation linéaire, où l'onde lumineuse se propage dans un plan uniquement, elle est très courante dans la nature, et c'est en particulier suite à la réflexion sur l'eau ou sur des surfaces planes et luisantes, comme sur le verre ou les feuilles de certaines plantes. Les insectes, les crustacés, les céphalopodes possèdent des catégories de photorécepteurs qui sont sensibles à cette polarisation. Et ils en possèdent même deux types. Un premier type qui va détecter la polarisation sur un axe horizontal, et un deuxième type qui va détecter la polarisation sur un axe vertical. Et c'est la combinaison des deux signaux qui permet du coup de déduire l'angle de la polarisation. Et en fait, tout porte à croire que les animaux perçoivent cette polarisation comme une couleur supplémentaire qui vient donc s'ajouter à celles qui sont formées par les combinaisons des différentes longueurs d'onde de la lumière. Et du coup, les pieuvres monochromates ajoutent en réalité une troisième dimension à leur vision, en multipliant, comme les trichromates, les nuances qu'elles peuvent percevoir grâce à la polarisation. On peut, grâce à des dispositifs artificiels, assez facilement détecter ou filtrer les lumières polarisées. On le fait sur les lunettes de soleil qui permettent aux marins ou aux skieurs de limiter l'éblouissement des réflexions, ou aussi, c'est ce qu'on retrouve dans les lunettes qui permettent la vision en profondeur du cinéma en relief en 3D, où les images destinées à l'œil gauche et à l'œil droit sont projetées simultanément, mais polarisées verticalement ou horizontalement, puis filtrées différemment par chacun des deux verres des lunettes. Là encore, c'est impossible de distinguer cette potentielle couleur supplémentaire de l'Umwelt de ces animaux, et la mante de mer, encore elle, c'est le seul animal connu à aussi discerner la polarisation circulaire, celle où le plan de polarisation tourne, ce qui est extrêmement rare dans la nature, mais il se trouve que justement, les seules sources de lumière polarisée circulairement dans la nature, eh bien c'est la mante de mer elle-même sur sa carapace. Cette nouvelle couleur devient alors un moyen de communication discret et privé pour elle, très utile pour la parade nuptiale et les rivalités entre les mâles. La vision des couleurs est aussi vaste que la faune terrestre et maritime, et si l'humain fait partie des animaux qui ont la meilleure acuité visuelle, c'est-à-dire la meilleure précision, il est toutefois loin de percevoir toutes les nuances colorées. Et au sein même de l'espèce, d'un individu à l'autre, et même d'une heure à l'autre, d'une saison à l'autre, d'un lieu à l'autre, eh bien il semble bien que la perception des couleurs, qui est profondément subjective, est aussi contextuelle que variable. Faut dire que l'image consciente que nous formons n'est pas le simple résultat des processus physiques qu'on a décrits jusqu'à maintenant, mais aussi d'une interprétation cérébrale qui vient complexifier encore un peu plus le sujet. En fait, d'autres processus autrement plus complexes que la relativement simple comparaison des différents signaux des photorécepteurs entrent en jeu. Et ces processus qui ont lieu avant même la formation des qualia colorés permet aussi bien une amélioration de la perception de l'environnement et de ses contrastes que divers effets d'optique, qui sont plutôt des effets, des biais neurologiques et cérébraux, des heuristiques qui permettent globalement d'accélérer la vitesse de compréhension et de réaction au stimulus, ce qui améliore notre survie et assure notre sélection tout au long des millions d'années d'évolution. La perception des couleurs, elle s'éloigne comme ça rapidement d'une simple interprétation des composantes physiques de la couleur. Par exemple, à luminance physiquement égale, c'est-à-dire si on garde le nombre de photons par seconde constant, la luminosité qu'on perçoit d'une lumière augmente avec la pureté de la teinte, avec la saturation chromatique. Un gris coloré, il paraît toujours plus sombre que la même teinte qui n'est pas grisée, qui est plus saturée, alors même que leur intensité physiquement mesurée est exactement la même. Et c'est pas du tout négligeable. L'écart entre la luminosité perçue et la luminance physique réelle, eh bien cet écart peut atteindre un facteur de 2 sur certaines teintes. C'est-à-dire que certaines teintes, notamment bleutées, paraissent 2 fois plus lumineuses quand elles sont saturées que quand elles ne sont pas saturées. Cette constatation, elle met complètement à mal la synthèse additive des couleurs, dont on reparlera par la suite, qui est la synthèse en rouge, vert, bleu, à la base de tous nos systèmes numériques, et ça complique notoirement l'éclairage dans la génération d'images de synthèse, qui ne peut pas être une simple copie du monde physique pour aboutir à des images qui soient aussi bien plaisantes que crédibles, malgré les contraintes matériel de cet univers parallèle, artificiel et diminué qui est le monde numérique. De manière similaire, si on ajoute du blanc ou du gris à une teinte, alors non seulement et tout à fait logiquement la luminosité varie, mais la teinte elle-même semble varier. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Abney, qui tire les teintes vers le violet quand on les grise. Si on grise une teinte,
on la tire vers le violet. Et ces différentes constatations, l'étude empirique de la perception des couleurs nous fait constater que la manière dont on les perçoit est très bien décrite selon 3 paramètres assez intuitifs qu'on utilise beaucoup dans la fabrication d'images. On a la luminosité qui va du noir au blanc en passant par les gris et les autres teintes et qui diffère de la luminance qui est l'intensité physique de la lumière. Et cette luminosité n'est donc pas proportionnelle au nombre de photons par seconde dans les rayons lumineux. On parle bien d'une luminosité qui est perçue et non pas physique. On a la teinte qu'on peut faire correspondre à la perception d'une longueur d'onde précise et qu'on situe sur le cercle chromatique, c'est-à-dire l'arc-en-ciel auquel on ajoute les pourpres et les violets pour relier les 2 extrémités rouge et bleu. Mais encore une fois, cette teinte n'est pas proportionnelle à des proportions physiques et des longueurs d'onde réelles dans les rayons, et elle est même très difficile en fait à relier à ces grandeurs physiques. Et enfin, on a la saturation qui permet de placer la couleur sur une échelle qui va de la lumière blanche du soleil à la couleur d'un rayonnement qui ne contient presque qu'une seule longueur d'onde. Cette échelle-là donne la saturation. Mais comme les choses ne sont jamais simples, et qu'on constate déjà la difficulté à faire correspondre des grandeurs physiques à des qualia conscients précis, faut aussi ajouter que la perception des couleurs, cette correspondance, elle n'est pas fixe, elle change en permanence, elle est relative à l'environnement, elle évolue dans l'espace et dans le temps. Un blanc n'est pas toujours blanc. À des rayons de composition constante, la luminosité et la teinte perçues peuvent varier. Par exemple, la neige est blanche, c'est bien connu. Quand j'évolue dans les grandes étendues blanches d'altitude de la Vanoise, au-delà des limites de la forêt, là où naissent et meurent actuellement les glaciers, sous le soleil hivernal, les zones d'ombre de la neige m'apparaissent d'un bleu profond mais saturé qui rappelle celui du ciel. La neige illuminée, elle, me renvoie directement les rayons du soleil qui sont d'un blanc éblouissant. Et même aveuglant à cette altitude, alors que la neige ombrée n'est éclairée qu'indirectement par la lumière bleue et intense diffusée par le ciel. Et d'ailleurs, par temps gris, ce contraste coloré entre l'illumination et l'ombre est bien moins saisissant, voire inexistant, parce que les ombres reviennent à un gris plus neutre en l'absence de bleu du ciel. Jusque-là, tout ça, c'est très logique. Tout notre système visuel est conçu pour fonctionner sous la lumière du soleil, relativement centré sur le spectre visible de celui-ci. Mais si je redescends plus bas et que je chemine dans la forêt, où les zones lumineuses laissent place à de vastes zones ombrées par les sapins, ma vision semble s'adapter. Et c'est l'ombre alors qui m'apparaît blanche, alors que les taches formées par la lumière directe du soleil, qui se frayent un chemin à travers les épines permanentes des épicéas, m'apparaissent d'un jaune orangé flamboyant. Et cet effet, il est encore plus saisissant lorsque le chemin alterne entre prairies enneigées et bosquets ombrés, et à ce moment-là, la perception des couleurs ne cesse de vaciller. On prend alors conscience que la blancheur est quelque chose de très relatif. C'est cet effet qu'on appelle la balance des blancs en photographie quand on doit le compenser, mais c'est cet effet donc qui nous permet d'attribuer à tort des couleurs fixes à des objets, qui va nous aider à considérer que la couleur est une propriété intrinsèque des objets, et qui nous fait oublier qu'en réalité, la lumière qui est renvoyée par les objets que nous observons, sa composition physique, n'est jamais 2 fois la même parce qu'elle dépend fondamentalement de l'éclairage qui nous révèle le monde. Que la neige soit éclairée par la lumière jaune, orange ou bleue, elle reste blanche dans mon cerveau, parce qu'on la considère comme blanche, mais aussi et en fait surtout parce qu'une fois le temps d'adaptation passé, une fois qu'on a accommodé, on la voit réellement blanche. Le coual est le même et on perd toute conscience d'une quelconque couleur réelle et physique qui dépend de l'éclairage, à condition qu'on soit pas dans le cas extrême d'un éclairage monochromatique par exemple. Si on éclaire la neige d'un éclairage monochromatique rouge, là effectivement on la voit rouge. La couleur n'a donc aucune ontologie, elle n'existe pas dans le monde physique, elle est fondamentalement subjective et variable. Et il est tout à fait impossible de déduire une couleur perçue d'une simple mesure physique d'un rayon de lumière si on ignore le contexte. Le même rayon pourra être perçu aussi bien orange que blanc ou bleu selon le contexte. Autre région, autre expérience pour illustrer ce que je vous dis là. En 2004, le designer Patrick Jouin avait recouvert tous les espaces vitrés de la gare Lille-Flandre, dans le nord de la France, de filtres roses. Alors évidemment, quand on sort du train qui est éclairé d'une manière un peu plus banale dans cette gare, on est très surpris. Mais en fait, on s'y habituait assez vite et on finissait par oublier complètement la teinte rosée qui inondait la gare, parce qu'on s'accommodait. Notre cerveau s'habituait à ces teintes roses et l'effacer en quelque sorte pour nous remontrer les couleurs qu'on attribue aux objets qu'on regarde. Alors qu'on reçoit bien des rayons qui sont teintés de rose dans l'œil. Physiquement parlant, la lumière était rose, mais on ne la voyait plus du tout rose parce qu'on s'y habituait. Ce qui est intéressant,
c'est ce qui se passait au moment de sortir de la gare. Parce qu'à cet instant précis, on était vraiment surpris, et c'était saisissant. Le monde prenait soudain une teinte verte acidulée, et il fallait un peu de temps à notre pauvre cervelle pour reprendre ses esprits et nous rendre notre perception habituelle. Parce que le cerveau continuait de compenser le rose alors qu'il n'y en avait plus, et du coup, on voyait la teinte complémentaire, une espèce de vert acidulé, pas très agréable d'ailleurs. Ce sont là des exemples très parlants de l'influence du cerveau sur notre conscience, qui est esclave de nos neurones, mais de tels phénomènes ont en fait lieu en permanence, aussi bien par une adaptation temporelle comme on vient de le voir, mais aussi spatiale, où la perception locale des couleurs dans une zone de notre champ de vision dépend de la juxtaposition d'autres couleurs dans l'environnement immédiat. Ces phénomènes d'adaptation, ils peuvent d'ailleurs être facilement provoqués pour vous faire voir ce qu'on va appeler des couleurs chimériques. Si vous regardez une couleur saturée suffisamment longtemps pour fatiguer entre guillemets les photorécepteurs de la rétine, c'est-à-dire quelques dizaines de secondes, jusqu'à altérer temporairement l'interprétation du signal, comme dans la gare éclairée en rose, et que vous portez rapidement votre regard sur une couleur très différente et plus neutre, vous pourrez alors percevoir des couleurs qui n'existent pas, qu'on dit chimériques. Cette expérience met d'ailleurs en évidence la notion de couleur complémentaire qui résulte du traitement des signaux des cônes par le système nerveux, tel que l'a décrit Ewald Hering, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Par exemple, si vous regardez très longtemps un jaune saturé, puis que vous portez votre regard sur du noir, alors vous verrez apparaître ce qu'on appelle un bleu strygien, c'est-à-dire une teinte aussi sombre que le noir, ce qui est théoriquement impossible. On ne peut pas avoir une couleur aussi sombre que du noir. Si vous fixez un point vert très saturé et que vous portez le regard sur du blanc, alors vous allez voir apparaître ce qu'on appelle du rouge autolumineux, c'est-à-dire une teinte qui est plus lumineuse que le blanc. Là aussi, c'est physiquement impossible, mais vous le voyez quand même. Et si vous fixez du cyan suffisamment saturé avant de regarder sa complémentaire, c'est-à-dire du orange saturé, vous allez voir, il va apparaître dans votre conscience un orange plus saturé que le saturé, un orange qu'on appelle hyperbolique. Ces trois types de couleurs, strygiennes, autolumineuses et hyperboliques, qui n'existent que dans la conscience d'individus humains, mais qui n'ont aucune existence physique, c'est ce qu'on appelle les couleurs chimériques. Si vous voulez effectuer ces tests et découvrir les qualia de ces nouvelles couleurs, je vous invite encore une fois à vous rendre sur le site internet lafournie.media où des images sont postées pour faire chez vous cette petite expérience. L'intensité elle-même de la lumière n'est pas évaluée de manière absolue par le cerveau, mais elle est bien adaptative et relative à la luminosité globale de l'environnement. Si on a conscience d'être en pleine lumière ou bien dans la pénombre, notre perception s'adapte progressivement de manière à optimiser en fait le contraste de notre champ de vision. Cet effet, on peut le constater même très très localement. Deux gris, exactement de la même intensité physique, sont perçus tout à fait différemment suivant que la surface observée est située sous une ombre ou en pleine lumière. Là encore, c'est comme si le cerveau, il effaçait, il compensait l'influence de la lumière sur la surface observée. C'est ce qu'on appelle la loi du contraste simultané, où la perception d'une couleur dépend de celles qui lui sont contiguës. Toutes ces propriétés, ces phénomènes, ces processus font toute la subjectivité de la couleur. Et ça pose à la fois des difficultés pour décrire objectivement la couleur, mais aussi pour la reproduire artificiellement. Mais ça ouvre aussi tout un large éventail créatif, émotionnel, narratif aux artistes de tout temps. C'est ce qu'on va pouvoir aborder dans la suite du podcast, l'usage de la couleur par l'espèce humaine, notamment son usage artistique. Si les histoires d'animaux et de visions que j'ai abordées dans ces 2 derniers épisodes du podcast vous intéressent et que vous voulez approfondir un petit peu le sujet et découvrir tous les merveilleux sens des animaux au-delà de la vision, aussi bien le toucher que l'odorat, le goût, mais aussi les sens qui n'ont pas de nom parce que les humains ne les ont pas, comme la détection des champs magnétiques terrestres, je vous recommande fortement la lecture du livre Un monde immense, comment les animaux perçoivent le monde, un classique de Ed Yong dont la lecture est à la fois facile et passionnante.
Et de toute manière, si vous voulez d'autres recommandations de lecture, découvrir les sources qui m'ont permis l'écriture de ce podcast, je vous invite bien sûr à vous rendre sur le site internet lafourmi.media pour accéder aux textes qui accompagnent ces épisodes, qui vont vous permettre d'approfondir le sujet à votre rythme et de profiter de ma passion pour les notes de bas de page, dont le but est d'ouvrir le champ des explorations et de favoriser la sérendipité, de favoriser dans vos lectures des découvertes inattendues sur des sujets bien plus variés que juste la couleur. J'adore ça. Et je vous dis à la semaine prochaine, toujours en couleur, toujours sur lafourmi.media ou votre plateforme de podcast préférée. C'était La Fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast. Man, the more I hear about this, it just gets crazier and crazier.